Hello. Donc, je suis Anne-Claire Figuier. Je suis directrice générale d'Impro2, qui est un organisme de formation qui utilise les techniques de l'improvisation théâtrale pour aider à l'agilité comportementale dans l'univers professionnel, dans l'entreprise et également dans les écoles. Et en fait, nous avons une petite spécialité chez Impro2, c'est les femmes en fait. On a créé un certain nombre de modules dans le but d'aider les femmes à booster leur carrière professionnelle, à dépasser notamment certains obstacles intérieurs et extérieurs. Et donc voilà, dans l'agilité comportementale, comment aider les femmes à aller là où elles veulent aller en fait. Et du coup, c'est dans ce cadre-là que je t'ai rencontré, Oui, Tamara, ainsi que Women Lift Up. Et en fait, nous dispensons des ateliers de 3 heures dans le cadre de Women Lift Up où nous donnons ces clés d'agilité comportementale grâce à l'improvisation théâtrale de façon virtuelle. fantastique. Et oui, ce que je te disais, c'est que en fait, avant ça, tu avais une autre vie. Donc, tu as fait Sciences Po, tu es avocate en droit des affaires. Et la question que je me posais, c'est comment tu es passée en fait d'avocate à comédienne? Est-ce que tu faisais déjà du théâtre avant ou est-ce que ça t'est venu comme ça? Oui, tout. Euh, Non, en fait, j'ai fait des études de droit et de théâtre en parallèle ah, dès la ok. première année. Euh, et donc, c'était vraiment deux activités que j'avais qui me prenaient tout mon temps. En fait, j'étais en parallèle, je suivais des cours de droit et je suivais des cours de théâtre. Je montais des pièces de théâtre également. Je participais à des festivals. Lorsque je suis devenue avocate, pourtant j'étais avocate en fusion-acquisition dans un gros cabinet parisien. Donc, tout ça pour vous dire que j'avais peu de temps libre en fait. Et les horaires étaient assez durs. Mais le peu de temps libre que j'avais était consacré vraiment au théâtre. Je mettais en scène des pièces, je jouais toujours dans des festivals. C'était pas toujours facile de gérer les deux. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, je me suis dit non, mais il faut que je choisisse. Je peux pas toute ma vie faire les deux. Et j'avais plus de, comment dire, voilà, c'était le coup de cœur, la passion. C'était plus le théâtre que le droit, on va dire. Et donc j'ai quitté le cabinet dans lequel j'étais et je suis devenue comédienne. Et en fait, je suis restée assez peu de temps comédienne puisque j'ai vite été recrutée par Impro2 qui cherche justement des profils comme ça où on est à la croisée des chemins, où on connaît l'univers professionnel et on connaît l'univers du théâtre pour pouvoir justement dispenser ces formations qui utilisent le théâtre à l'attention des professionnels. C'est incroyable. Mais j'ai toujours fait Ah oui, c'est ça. en Bah, tu vois, fait, voilà. je le savais pas. Et c'est des mondes tellement Ouais. différents. C'est un mariage étonnant, en fait, hein. Ouais, c'est bien. Ça m'a étonnant. C'était très différent quand je faisais des fusions-acquisitions pures, quand j'étais en fait ce qu'on appelle avocat conseil. Mais après, je suis passée avocat plaidante. J'étais dans la partie D'accord. contentieuse du cabinet. Où là, il y a un petit peu plus, bon, quand on plaide, en fait, il y a une petite part de Oui. théâtre, ce qu'on appelle l'art oratoire dans l'univers des avocats. Bon, moi, c'était du contentieux des affaires, donc c'est pas du pénal non plus. C'est surtout dans l'univers pénal où il faut convaincre un jury, par exemple, où là, les effets de manche, etc. On rejoint un petit peu le théâtre, en fait, dans ces univers-là. Mais autrement, oui, avocat conseil et théâtre, ça pour le coup, c'est vraiment deux métiers extrêmement différents. Oui. Tout à fait. Et donc là, avec un Pro 2, justement, vous faites de l'improvisation théâtrale. Et je me demande toujours, est-ce que ça se travaille, l'improvisation, ou on improvise? En fait, Très bonne question. Eh bien, en fait, l'improvisation ne s'improvise pas. C'est-à-dire que contrairement à ce qu'on peut penser, on ne vient pas comme ça faire un spectacle ou un show sans s'être préparé. En fait, on se retrouve toutes les semaines et on s'entraîne grâce à un grand nombre d'exercices. Et c'est parce qu'on s'entraîne régulièrement, on acquiert un certain nombre d'automatismes, de techniques pour être surtout en rebond par rapport à nos partenaires de scène. Parce que l'improvisation théâtrale, c'est pas un one-man show, on est plusieurs sur scène. Donc on travaille beaucoup de choses comme l'écoute, l'acceptation, l'ouverture vis-à-vis des autres pour être à la fois en soutien des autres et à la fois véhiculer des idées en fait. Et ce sont ces exercices d'improvisation théâtrale qui font beaucoup travailler justement l'agilité comportementale sur scène, sauf que nous on utilise ces exercices d'agilité comportementale mais on les adapte à l'univers professionnel. d'accord, ok. Donc on s'entraîne en fait, c'est vraiment pas quelque chose qui se fait et si on ne s'est pas entraîné depuis longtemps, on va pas aller jouer. D'accord. Voilà, il faut être solide Parce pour y qu'on a aller. cette Ouais. impression, en Oui, oui. fait, que tu arrives et tu improvises, mais non. Oui, ça demande un certain. On travaille des réflexes en fait.
On travaille des réflexes et c'est ça aussi que l'on donne aux gens de l'univers professionnel. Et si on n'a pas travaillé ces réflexes depuis longtemps, même si on est doué en communication, on va pas quand même aller faire un spectacle parce que voilà, il faut le spectacle, les gens payent Oui, leur place, il faut que ce soit de qualité ouais, et il faut qu'on se soit entraîné. d'accord. Ouais. Et tu parles beaucoup aussi de lâcher prise. Oui, tout à fait. Une des grandes clés, si ce n'est première clé en fait de l'agilité comportementale, c'est la capacité à lâcher prise. C'est-à-dire accepter de ne pas rester dans le contrôle, de tout contrôler, tout savoir, tout gérer, tout anticiper, par exemple. Ce n'est pas, on ne peut pas tout anticiper dans nos interactions avec les autres et dans la façon dont va se dérouler par exemple, un entretien avec quelqu'un. Et du coup, la capacité à lâcher prise permet d'accueillir ce qui se passe et de mieux rebondir. Et en fait, rebondir, ça ne se prépare pas. Et c'est ça, c'est ce sur quoi on met en fait vraiment l'accent dans nos formations par l'improvisation théâtrale. C'est très bien de savoir anticiper, c'est très bien de préparer, mais il faut aussi savoir rebondir de manière spontanée. Et c'est là en fait où les clés d'agilité de l'improvisation sont utiles. Donc le lâcher prise, c'est ça, c'est vraiment savoir être ouvert à ce qui se passe et se dire bah là exactement ce qui vient de se Ouais. passer avec là à l'instant en fait où j'ai admiré ton lâcher prise Tamara et ta persévérance en plus parce qu'il y a plein de problèmes techniques, c'était pas forcément prévu, on aurait préféré qu'il n'y ait pas de problème technique et pour autant tu as gardé le sourire, tu fais preuve d'humour et ça dénote un lâcher prise justement, là où d'autres personnes auraient pu stresser, se dire oh là là qu'est-ce qui se passe, c'est la catastrophe. Eh bien, toi, voilà, tu dis, bon, c'est comme ça, on persévère, c'est pas grave, on va y arriver. Bah, Enfin, voilà, et c'est une forme de lâcher prise que de savoir faire ça, en fait. Et ça fait que, du coup, c'est toujours très agréable de communiquer avec toi, par exemple. Mais beaucoup de gens ont du mal à le faire. Et pour revenir aux femmes, ça peut arriver parfois, dans l'univers professionnel, qu'il n'y ait pas ce lâcher prise, justement. On se dit, je dois être comme ci, je dois être comme ça, on se met une certaine forme de pression et du coup qui inhibe en fait l'agilité comportementale. Et c'est ce sur quoi on travaille hein. dans nos missions de formation. Et justement, enfin, bon, merci déjà, mais j'allais justement dire, les femmes, on a du mal à lâcher prise. Surtout, on a envie, je ne sais pas si c'est typiquement féminin, mais il y a une envie de planifier, de contrôler, et c'est super difficile quand on contrôle pas, en fait. Donc, je me demandais si Oui. c'était possible, enfin, si on y arrivait, en fait, de lâcher prise par le biais de l'entraînement. Alors oui, effectivement, grâce à l'entraînement, on peut améliorer sa capacité à lâcher prise. Après, effectivement, selon les personnes, hommes ou Mm. femmes d'ailleurs, il y a des personnes qui ont plus ou moins de facilité à lâcher prise en fait. Et pour qui c'est voilà le côté très spontané, les gens qui préparent tout à la dernière minute ou qui sont un petit peu voilà la fleur au fusil, mais par contre qui sont capables de bien rebondir en situation sur le moment, en fait, sur le vif. Et puis des personnes qui, à l'inverse, sont très douées dans la préparation, dans l'anticipation, vont tout bien préparer et ça peut être un peu plus difficile s'il y a des grains de sable, on va Mm. dire, dans les rouages. Et donc déjà, on n'est pas tous, on va dire, égaux, mais hommes ou femmes confondus. Hein, on a chacun des qualités qui peuvent être différents. En revanche, oui, tout à fait, ça peut se travailler. Et on fait un certain nombre d'exercices justement en utilisant l'impro, en utilisant le théâtre. C'est-à-dire que nous, on le fait travailler de façon très concrète, en fait, de façon très expérientielle et pas uniquement par la théorie. C'est-à-dire, je ne vais pas dire bon bah voilà pour lâcher prise il faut que vous respiriez Ouais, ou ouais. enfin voilà c'est quelque chose qu'on essaie de faire vivre justement pour favoriser pour faire expérimenter notamment dans le corps ce qui se passe parce que le lâcher prise est très lié au corps, c'est pas quelque chose de mental en fait, c'est comment arriver à permettre à mon corps de lâcher prise qui va permettre à mon esprit de le faire aussi. Et ouais. Et donc il y a tout un tas Et c'est d'exercices. vrai que si on l'expérimente, on se reprogramme en fait. Notre corps, il s'est dit, ah, bah, j'ai déjà lâché prise en Oui, fait. Donc il va essayer oui, c'est vrai que ça se passe pas mal par le corps. Et justement, et effectivement. justement pour revenir aux femmes, c'est vrai, le lâcher prise, ça concerne peut-être, enfin, forcément les deux sexes, mais le manque de confiance en fait, le manque ouais, de pas avoir de confiance de s'exprimer, de dire ce qu'on ressent, de dire ce qu'on veut, de faire entendre un peu la voix féminine. Est-ce que enfin, pourquoi elles osent moins les femmes? Effectivement, alors il y a un certain nombre il y a en fait il y a un certain poids culturel aussi
et un poids culturel et social qui est enseigné dès les petites filles en fait à l'école, où bon voilà, c'est quand tu es une petite fille, tu dois être souriante, tu dois être empathique, tu dois faire attention à l'autre, tu dois être douce, etc. Des injonctions qui sont pas forcément conscientisées et qui sont pas forcément frontales en fait, mais qui existent quand même. Les petits garçons, c'est pas grave s'ils crient un peu plus fort, s'ils jouent, ils ont besoin de se défouler, etc. C'est des petits mecs, quoi. Alors que la petite fille, elle doit être sage, en fait. Et c'est des choses qui sont un petit peu, enfin voilà, qui sont assez sociales, assez culturelles dès la plus jeune enfance et qui font qu'une fois arrivée adulte, en fait, femme, eh bien, beaucoup de femmes se disent encore, je dois faire preuve de consensus, je dois être douce, il ne faut pas créer du conflit, il faut être dans l'harmonie, je suis responsable de cette harmonie, etc. Et du coup, en faisant ça, ont du mal à lâcher prise et puis ont du mal aussi parfois à faire preuve d'assertivité. L'assertivité, c'est la confiance aussi, la confiance en soi, savoir taper du poing sur la table et dire non, ça ne me va pas, je ne suis pas d'accord, je ne veux pas cela, ou je demande ceci et j'estime que c'est mérité, que je le mérite. Je demande une augmentation et c'est une augmentation parce que j'ai bien travaillé. Et en fait, parfois, les femmes vont pas oser demander une augmentation parce qu'elles vont se dire bon bah j'ai eu une semaine d'absence parce que mon enfant était malade, donc je peux pas après demander une augmentation ou j'ai peut-être pas suffisamment encore travaillé, ou alors la peur de se fâcher avec son employé, avec son supérieur hiérarchique, par exemple, il va mal le prendre, ça va pas être bien perçu, il vaut mieux que je le demande pas, c'est pas grave, et puis on continue d'avoir de bons rapports parce qu'elle sent qu'elle porte la responsabilité d'avoir ce bon relationnel, par exemple. Tout ça, ce sont des qualités, c'est très bien, il faut faire preuve d'empathie, il faut avoir à cœur l'harmonie, mais pas au point de se faire, de ne pas pouvoir faire valoir ce que l'on souhaite vraiment au fond de soi, en fait. On ne se sent pas légitime, enfin, une certaine forme de légitimité, enfin, on ne se sent pas légitime à. Beaucoup de femmes, effectivement, du fait notamment de ce poids culturel, ont la crainte, effectivement, de ne pas se sentir légitime. Et ça, c'est un vrai frein que l'on a identifié et contre lequel on lutte, en fait. Oui, la légitimité, bien sûr, vous l'avez. Il y a des études qui ont été faites qui disent que voilà, les femmes vont attendre de faire 110, 120 ou 130%, je ne sais plus, des objectifs qui leur ont été fixés avant d'oser aller demander quelque chose. Là où les hommes ont fait à peine 60% des objectifs et on demande déjà d'avoir l'augmentation, la promotion, sont beaucoup plus, beaucoup plus désinhibés en fait par rapport à ça. Et bon, alors évidemment sans aucune généralité. Là, je m'appuie. Je m'appuie sur des études que je ne suis pas là capable de vous citer parce que je ne les ai pas en tête, mais des études qui ont été faites et c'est vrai que oui, cette idée de la légitimité chez les femmes est beaucoup plus forte que chez les hommes. Oui. Et donc, en fait, avec les formations que vous avez faites pour les femmes, avec un Pro 2, vous travaillez sur comment oser, avec des outils d'improvisation théâtrale. Tout à fait. L'axe majeur vers lequel on va, ça dépend des participantes que l'on a face à nous, mais c'est la plupart des participantes, c'est cela. C'est vraiment effectivement l'audace, oser, comme tu dis, l'audace, le lâcher prise et l'assertivité. Ce sont les axes principaux que l'on va travailler avec les femmes parce que c'est là-dessus où elles ont le plus de difficultés. Après, il arrive que certaines femmes n'ont pas ce souci-là. Elles sont très assertives et notamment des femmes qui ont déjà beaucoup tapé du poing, etc. Et où là, en fait, l'enjeu est plutôt inverse, c'est-à-dire elles ont pu perdre un petit peu de cette idée d'empathie, de douceur, d'harmonie, qu'il faut qu'elles retrouvent aussi pour pouvoir avoir ce qu'on appelle un leadership complet, c'est-à-dire un leadership avec les qualités d'écoute et d'empathie, mais aussi d'assertivité. Il faut avoir les deux, en fait. Mais donc ça arrive qu'on ait des femmes qui aient ce besoin-là, mais elles sont minoritaires par rapport aux femmes qui ont ce besoin de travailler l'audace et le lâcher-prise. Donc c'est là-dessus qu'on met plutôt l'accent sur la formation. Et c'est vrai que c'est surtout à une certaine génération, je pense, où ils ont voulu, eu cette impression que si on voulait être à la hauteur des hommes, il fallait se comporter comme un homme. Maintenant, j'ai l'impression qu'il y a un déclic qui est un peu. Une vraie réalité. Alors pareil, je me permets de citer des études, de parler d'études sans les citer précisément parce que je ne sais pas, mais où il y a une étude qui a été faite par exemple sur le rapport à la voix et où des femmes qui sont arrivées à des postes de dirigeantes, qui se retrouvent par exemple à un board de directeur ou à un conseil d'administration majoritairement composé d'hommes, elles vont, que leur voix va devenir plus grave et plus rauque, un peu comme une voix masculine pour pouvoir se faire entendre en fait. Elles vont adopter des comportements masculins en fait, un petit peu se masculiniser. Et ça, c'est pour pouvoir répondre au code existant aujourd'hui
dans l'univers en fait professionnel et notamment voilà, dans le problème de l'égalité homme-femme. Pour pouvoir dépasser le plafond de verre, elle se transforme un petit peu en homme en fait. Et ça aussi, c'est une déviance en fait. C'est une déviance contre laquelle on lutte par cette idée notamment de leadership complet où on dit bien sûr qu'il y a le lâcher prise et l'audace que peuvent avoir davantage les hommes sur lequel il faut travailler, mais n'oubliez pas aussi votre capacité d'empathie, votre capacité d'écoute qui sont aussi des clés importantes en fait pour être un bon leader. Oui. Donc on travaille ça, oui, tout à fait. Et justement, le leadership, c'est quoi? Tu arrives à me définir Alors le le leadership, leadership? je vais te définir un leadership complet. Il y a plusieurs types de Oui. leadership. Il y a le leader participatif, il y a le leader directif. Donc déjà, il y a plusieurs types de leader, en fait. Je vais te parler plutôt du leadership complet, en fait, dont j'ai déjà parlé. Le leadership complet, c'est vraiment... le leader complet, c'est quelqu'un qui sait écouter l'autre, qui sait être à l'écoute, qui sait entendre, qui sait aussi faire preuve d'empathie, qui sait accepter le fait que d'autres puissent avoir des positions différentes, prendre en compte, mais qui sait aussi ultimement décider, même si c'est à l'encontre d'eux. Et il sait décider si une fois tous les facteurs réunis, il pense que c'est la meilleure décision à prendre. Et surtout, il sait se faire suivre dans sa décision. Il sait embarquer avec lui. On se dit, oui, il a décidé, il a pris cette décision-là et c'est la bonne et on le suit. Donc c'est quelqu'un qui sait aussi embarquer, quelle que soit la décision qu'il va prendre, en fait. Je dis il ou elle, Oui, hein, oui, bien sûr. naturellement. Je dis il en général, mais ou elle. Voilà, donc c'est pas un leader complet, c'est pas juste quelqu'un qui décide tout seul dans son coin, mais qui va savoir embarquer, c'est quelqu'un qui sait écouter, mesurer, prendre en compte, prendre une décision ferme et claire et embarquer les gens derrière lui. C'est cela que j'appellerais un entre guillemets leader complet. Et on a tous des qualités et des défauts. Il y a tous certains aspects où on est meilleur que d'autres. Et l'idée est de travailler déjà les axes qu'on n'a pas forcément naturellement, mais c'est aussi parfois de savoir s'entourer. Un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer. Et dans bien savoir s'entourer, c'est pas s'entourer de quelqu'un qui est comme moi, c'est s'entourer justement de quelqu'un qui est différent de moi et qui va m'apporter un angle de vue et une façon de penser différente de la mienne. Par exemple, si je ne sais pas bien anticiper, je vais prendre quelqu'un qui sait bien anticiper. Ou si j'ai du mal à être à l'écoute des autres, je vais prendre quelqu'un autour de moi qui est bien à l'écoute des autres et qui va savoir bien me faire prendre conscience du besoin des autres, en fait, par exemple. Donc, un bon leader, c'est aussi quelqu'un qui sait bien s'entourer avec des personnalités complémentaires et non pas des personnalités similaires. Et, et, Pour juste, donner quelques clés, par et exemple. justement, vous avez une formation de leadership au féminin. Et c'est quoi le leadership au féminin? Alors, est-ce qu'il est différent que le leadership au masculin? Eh bien, en fait, le leadership au féminin, c'est justement donner ces clés de leadership complet. Sauf que c'est plutôt adressé à des femmes ou dans une, on va dire la grande partie des cas, pas tous les cas, hein, mais dans la grande partie des cas, il y a l'axe à travailler, on va dire, c'est l'axe c'est l'axe de l'audace et du lâcher prise, en fait. Donc, nos formations leadership au féminin mettent plutôt l'accent là-dessus. Après, ce sont des modules en petit comité en général et il va y avoir une grosse part d'adaptation aux participantes. C'est-à-dire finalement, là, sur cette séance-là, quels sont les besoins des participantes, sur cette séance-là, quels sont les besoins des participantes qui peuvent être autres en fait. Mais on s'adresse vraiment à des femmes et aussi de comprendre les objectifs de ces femmes-là. Qu'est-ce qu'elles veulent? Parce qu'il y a des femmes dont l'objectif est vraiment purement de booster leur carrière, d'éclater le plafond de verre, d'arriver à un poste de direction générale, d'arriver tout là-haut. Ça, c'est leur but. Et puis, il y a d'autres femmes dont l'objectif est d'arriver à trouver un bon équilibre vie pro, vie perso et qui sont confrontées justement à des difficultés de pouvoir partir suffisamment tôt pour récupérer les enfants à l'école. Et à cause de cela, elles vont subir un mauvais avancement de carrière. C'est bah non, bah toi tu pars tôt ou toi tu poses tes jours pour t'occuper de tes enfants malades, donc bah désolé quoi, tu vas pas progresser. Alors que pour autant, elles travaillent bien. Et comment arriver à justement faire valoir ses droits et dire bah oui, effectivement, j'ai à cœur un bon équilibre vie pro, vie perso. C'est pas pour autant que je dois être discriminée dans mon avancement professionnel. Et en fait, ça dépend. Chaque femme peut avoir des objectifs et des besoins différents. Et nous, notre but est de leur donner les clés qui vont répondre à leurs objectifs. C'est la raison pour laquelle on garde nos modules suffisamment restreints. On ne s'adresse pas à plein de gens. On pourrait s'adresser à plein de femmes en même temps. Et du coup, il n'y aurait pas de retour personnalisé. Ce serait plus une sensibilisation générale. Oui, c'est vrai. C'est vrai parce que je pense que quand tu t'adresses, quand vous faites la formation à HEC, c'est pas du tout la même
qu'ailleurs. C'est des objectifs qui sont différents, justement. C'est fantastique, ouais. Parce qu'il y a aussi ce problème de vie professionnelle, vie personnelle qu'il faut gérer, en fait. De comprendre. Ouais. La formation que l'on fait à HEC, tu as raison de le mentionner, on a un parcours de formation à HEC de 10 jours entiers, chaque journée ayant un thème différent. Nous, on préconise de suivre les 10 jours qui sont complémentaires les uns les autres, mais ça peut aussi se faire à la carte. À HEC, on peut choisir de suivre tel module et pas tel autre, où là, on aborde en fait différentes problématiques professionnelles que peuvent rencontrer les femmes. Par exemple, la capacité à networker. Voilà, ça peut être difficile justement avec ce problème d'assertivité, j'arrive dans une soirée réseau et c'est difficile de sortir de ma coquille et d'aller entre guillemets réseauter, donner ma carte de visite, rencontrer. Donc voilà, il y a une journée consacrée au networking, oser se rendre visible par exemple. Il y a une journée consacrée à l'audace justement. L'audace, qu'est-ce que c'est? Comment oser? Comment y arriver? Il y a une journée consacrée à la négociation pour les femmes. Qu'est-ce que c'est? Comment arriver à négocier? Il y a une journée consacrée aux fondamentaux du management, par exemple. Quand je suis managée ou quand je manage moi-même, comment est-ce que je m'organise pour manager en tant que femme? Enfin voilà, il y a 10 modules là, qui se suivent, où certaines femmes peuvent identifier qu'elles ont davantage besoin de celui-là, celui-là et celui-là, et de pas celui-là et celui-là. D'autres peuvent se dire le parcours en entier est bien. Voilà, et c'est un parcours estampillé HEC, donc c'est un d'ailleurs qu'il y a beaucoup de succès. D'ailleurs, on est en train de le démultiplier parce que effectivement, beaucoup de femmes souhaitent le suivre en fait. Oui, c'est ça. Et d'ailleurs, vous avez commencé à digitaliser pour Women Lift Up le premier module. Absolument. Ouais. C'est grâce à Women Lift Up que c'est par Women Lift Up que nous avons commencé la digitalisation. Voilà, j'y arrive. La digitalisation de nos modules, en commençant par notre premier module, en fait, qui est le premier module qui s'adresse aux femmes, qui s'appelle Convaincre et influencer au féminin. Et donc, nous avons développé ce module de 3 heures, Convaincre et influencer au féminin, sous forme digitalisée, dont la première séance, le premier opus, le deuxième, pardon, aura lieu ce 1er octobre matin, de 9h à midi, si je ne me trompe pas sur les horaires. Tout à fait, oui. Merci beaucoup en tout cas, Anne-Claire. C'était vraiment super. J'ai une dernière question à poser que j'aime bien poser en fait. Il faut que je découvre bien poser parce que je suis une fan des rêves. Est-ce que tu peux me dire un de tes nombreux rêves? À court ou long terme, hein? Un de mes nombreux rêves, court ou long terme. Écoute, je vais te faire part d'un rêve récent. J'ai animé il y a peu un module pour des techniciennes sur le terrain. Habituellement, nos modules s'adressent beaucoup à des femmes cadres qui veulent passer cadre dirigeant. Et là, il se trouve que c'était un module pour des techniciennes qui étaient sur le terrain et qui étaient face, en fait, non pas à du sexisme, mais à du machisme. Et il y a eu, lors de ce module qui était très fort, très puissant, des témoignages vraiment durs de choses, enfin voilà, choquantes en fait, qu'elles vivaient au quotidien dans un univers très masculin. C'était des techniciennes pour un opérateur de téléphone. Et en fait, vraiment, il y avait plutôt que des hommes techniciens et quelques femmes techniciennes. Et là, j'ai vu tout un tas de changements s'opérer dans cette petite séance et enfin voilà, une petite révolution intérieure en fait pour ces femmes. Et j'ai eu, et ça m'a beaucoup travaillé, et j'ai ce rêve que ça puisse se démultiplier et qu'il puisse y avoir plein de femmes comme ça, victimes, non pas simplement d'un dépassement de plafond de verre, mais vraiment de sexisme, en fait, de machisme, que ça, vraiment, on arrive à l'éradiquer et qu'il n'y en ait plus, qu'on arrive à le surmonter en donnant des clés à ces femmes, mais aussi en changeant un peu les consciences générales, en fait, chez les hommes, et qui le pratiquent notamment, et qu'on arrive à dépasser cela. Parce que voilà, ce module extraordinaire que j'ai vécu, que ça puisse être se démultiplier en plus du dépassement du plafond de verre. Oui, et c'est vrai c'est un très très beau rêve, et c'est vrai qu'on pense aussi à la future génération où on n'a pas envie que ça soit comme ça pour nos filles, pour les filles des autres. C'est vraiment lutte. Oui, c'est ça. C'est un petit combat que l'on mène, que toi tu mènes, Tamara, que nous menons aussi, de lutter justement contre vraiment ces discriminations, ces problèmes. Alors le sexisme de cet âge, on va dire, mais aussi la difficulté à dépasser le plafond de verre. Et on le fait pour nous, mais on le fait, comme tu dis, pour nos filles, pour les petites filles de demain, que ce soit moins dur pour elles, et puis la génération encore d'après.
je me leurre pas sur le fait que ça se fera pas rapidement. Hein. Tout comme nos Non. mères et nos grands-mères ont lutté aussi pour nous. On a le droit de vote. Ma grand-mère n'avait pas le droit de signer un chèque. Elle me disait que quand elle n'avait pas le droit de signer le chèque, en fait, c'était son mari Mm. qui devait signer pour elle. Voilà, on part quand même de loin et ça évolue dans le bon sens. Ça prend du temps. Voilà, c'est un certain nombre d'habitudes, mais c'est vraiment un combat qu'il faut mener et il faut le faire pour les générations de petites filles Oui. futures. J'ai Magali qui dit, et pour nos fils également. Oui, pour nos fils également. Ah, bah, totalement. Oui, parce que mais les victimes, mais finalement les fils aussi. Parce que, et ça, c'est une chose, et merci Magali de souligner, une chose aussi qu'on travaille un peu dans les modules, c'est de la part des hommes finalement, et le fait qu'ils sont, enfin, on le voit pas toujours clairement, mais ils peuvent être aussi victimes, en fait, de ce qui se passe, des stéréotypes. Parce que eux, ils ont l'injonction, les hommes, et puis les futurs, les petits garçons qui deviendront hommes, ils ont l'injonction de tu dois gagner plein d'argent. Tu dois monter, tu dois aller vite, et puis par exemple des hommes qui peuvent avoir davantage envie de s'occuper de leur famille et ben ouais, sauf que c'est des hommes donc on va moins bien comprendre que pour un homme il puisse poser une journée pour aller Mm. s'occuper de son enfant malade par exemple. Hein. Là, il y a certains hommes en fait qui le vivent durement en fait. Dans l'égalité professionnelle homme-femme, c'est aussi pouvoir donner aux hommes la place qu'ils ont envie d'avoir et pas celle qu'ils peuvent eux aussi subir de par les injonctions qu'ils ont dès la petite enfance. Effectivement, et ça lutte aussi contre ça, c'est que Totalement, ouais. chacun puisse plus librement en fait avoir la vie qu'il a envie Oui, de oui, mener. c'est toujours encore mal vu quand un homme veut passer plus de temps avec sa famille, ça c'est sûr. C'est pas. Et c'est encore plus et c'est difficile pour les hommes aussi qui parfois ont voilà et puis parfois aussi ils se sentent obligés de faire des remarques sexistes pour être valorisés par leurs collègues qui en font par exemple. Et ils sont pas forcément sexistes aussi. Enfin il y a plein de choses en fait qui se passent et qui peuvent faire que les hommes n'y trouvent pas leur compte non plus en fait. Donc effectivement c'est avec Oui, les hommes voilà, que cette révolution. la mixité est là. Enfin, ils aident à la mixité de toute façon, donc c'est ce qu'il faut. Ouais. Absolument. Bon, Ouais, c'est pas contre les non, hommes qu'il faut aller mais avec totalement, eux. totalement. Merci beaucoup Anne-Claire, en tout cas, c'était super. Et Ben, merci à toi, Tamara. Merci encore vraiment pour ta persévérance et merci aux personnes qui nous suivent et qui nous regardent d'avoir été aussi patientes au regard des problèmes techniques. Enfin voilà, c'était ouais, super. Je suis ravie d'avoir réussi à faire cette ouais. interview Mais, avec merci Anne-Claire, et puis à très vite alors.